Allô, mamie? Assieds-toi, faut que je te parle. Dis voir, je suis très embêté là. J'ai un patient en ce moment, je n'arrive pas à avancer avec lui. Je vois bien que la prise en charge bloque. Je t'explique mon problème. Je suis face à un patient aphasique suite à un AVC. Donc la communication est très compliquée. Nous ne comprenons pas. Il n'utilise pas les bons mots et n'interprète pas bien les miens. De plus, il a perdu toute coordination et finesse dans ses gestes. La rééducation est vraiment compliquée. Je ne peux pas m'en sortir seul. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Bonjour Sofiane, tu tombes à merveille. J'ai entendu parler de la sortie d'un livre qui pourrait t'aider. Tu te souviens l'émission C'est pas solo de novembre, octobre, oh je sais plus trop, mais tu vois très bien de quoi je parle. Mais si, voyons, sur la coopération interprofessionnelle, tu ne savais pas comment l'appliquer pour le kinésithérapeute. J'ai appris qu'ils avaient édité un livre. Attends, je vais chercher le livre. Je l'ai retrouvé. Donc, je l'ai emprunté à Rédoc. Ça y est, je l'ai. Le masseur kinésithérapeute, sa place dans la coopération interprofessionnelle. Écrit par le groupe A. Je vais te lire les passages importants. Introduction. Tout comme l'évolution de la définition de la santé, la relation soignant-soigné et la prise en charge du patient ont beaucoup évolué. Pour garantir une prise en charge globale et de qualité, la coopération entre les différents acteurs de santé est nécessaire. Le masseur kinésithérapeute, dont les compétences et connaissances se sont considérablement développées ces dernières années, sont également au cœur de ces préoccupations. Nous pouvons citer l'exemple de la prise en charge des patients cramponnés. Il est impossible de prendre en charge ces patients pour le kinésithérapeute sans coopérer avec les autres professionnels du service. La coopération ici est motrice et obligatoire. Le kinésithérapeute ne peut mobiliser que lorsque le pansement est enlevé par l'infirmière, par exemple. D'autre part, ces patients sont souvent en souffrance psychologique et mentale à la suite de leur traumatisme. De ce fait, une mauvaise harmonie unissant les différents professionnels de santé retentit inévitablement sur le diagnostic et le traitement des patients cramponnés, et de manière générale, dans la prise en charge des patients. C'est donc dans ce contexte de pluriprofessionnalité des soins appliqués à la kinésithérapie que ce livre va répondre à la problématique suivante. En quoi la coopération interprofessionnelle est une chance pour le kinésithérapeute. La coopération interprofessionnelle est différente de la collaboration interprofessionnelle. Les notions engagent toutes deux dans une organisation collective du travail dans laquelle les tâches et les buts seront communs pour la collaboration, tandis que la tâche principale sera fragmentée en sous-tâches pour la coopération. En collaboration, le travail se fait par l'amalgame des contributions individuelles. Les rapports entre les personnes sont horizontaux. Le travail individuel est difficilement identifiable le long de la démarche. La responsabilité est constamment partagée. Alors qu'à l'inverse, en coopération, le travail se fait par la cumul d'activités individuelles. Les rapports entre les personnes sont verticaux et l'atteinte de l'objectif se fait par la succession coordonnée des actions de chacun. La coopération a permis d'améliorer la communication et de décloisonner le parcours du patient. On va alors se demander quels sont ses avantages. Entre autres, le développement des systèmes d'échange sécurisés et les dossiers médicaux partagés. Ils permettent de stocker des données du patient, ses ordonnances, ses bilans, et la structuration de ces données facilite leur accès aux soignants, synthétise les données et surtout simplifie la coordination entre les professionnels. Une des principales lois encadrant la coopération est la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire, la loi HPST de 2009. Elle introduit la création des maisons de santé et des réseaux de santé, ainsi que l'inscription de l'éducation thérapeutique dans le Code de la santé publique, et également les protocoles de coopération. Ces protocoles consistent à mettre en place de nouvelles formes d'exercice, partenaires d'activités et actes de soins entre professionnels. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans une maison de santé pluridisciplinaire, les kinésithérapeutes peuvent prendre en charge des patients ayant une entorse de cheville sans prescription dans le cadre de ces protocoles. Tout cela dans un but de coopération, mais aussi de réduire le nombre de recours aux urgences et les délais de prise en charge. Mais comment créer ces protocoles de coopération? Tout d'abord, les professionnels identifient un besoin auquel il faut répondre. Et par la suite, ils élaborent le protocole en analysant la pratique actuelle des soignants et leurs besoins, et des objectifs sont définis, ainsi que différentes étapes pour les atteindre.
Le protocole doit être validé au niveau régional par l'ARS, puis au niveau national par la Haute Autorité de Santé. Et ces instances ont pour rôle de vérifier que les objectifs définis apportent une garantie de qualité et de sécurité des soins aux patients. Grâce à la prescription médicale, le kinésithérapeute est invité à travailler en coopération auprès des praticiens médicaux, médecins généralistes, chirurgiens entre autres. Sur prescription médicale, ils sont donc habilités à utiliser différents soins médico-techniques auprès du patient. Il est cependant libre de gérer la fréquence des actes et le nombre de séances nécessaires à la rééducation. Cela confère au masseur kinésithérapeute la possibilité de mettre en place ses compétences, parfois méconnues par la profession médicale, et d'apporter son savoir et savoir-faire aux autres professionnels et aux patients. Selon l'arrêté du 9 janvier 2006, il est également habilité à prescrire certains dispositifs médicaux, comme par exemple les appareils destinés au soulèvement du malade, des matelas d'aide à la prévention d'escarres, des barrières de lit et cerceaux, des aides à la déambulation, cannes, béquilles déambulateurs, fauteuil roulant à propulsion manuelle, attelle souple de correction orthopédique, ceinture de soutien lombaire, bandes et orthèses de contention souple élastique des membres, etc. Il est vrai que la coopération interprofessionnelle est importante pour prendre en charge ces patients. Toutefois, la coopération entre les différents professionnels peut être malmenée par des points de vue différents ou des défauts de communication. Il peut exister des conflits d'intérêts, des luttes de pouvoir, tous n'ont pas les mêmes valeurs professionnelles. Tout dépend de la personnalité de chacun. Je veux pas citer des gens, mais certains sont vraiment pas évidents. Regardez par exemple Koh-Lanta, vous comprendrez que les relations interhumaines, c'est pas toujours parfait. La qualité de vie professionnelle peut aussi être un facteur d'influence. Cela souligne l'importance de l'entente entre les professionnels de santé, indispensable pour la qualité de coopération interprofessionnelle. Prenons l'exemple de la relation entre le kiné et le médecin, qui a considérablement changé depuis que le décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de kiné de 1996. Il a permis au kiné d'être responsable du caractère qualitatif et quantitatif des séances. En effet, cela permet au kinésithérapeute de choisir les thérapeutiques appropriées à son bilan. Les kinés ont ainsi davantage de valorisation de leur profession en ayant un diagnostic plus élaboré et des séances mieux définies. Cependant, ce changement a été parfois mal compris par les médecins généralistes qui persistent à écrire le nombre de séances nécessaires par exemple. Il s'agit ici d'un manque d'information du champ de compétences du kiné. On voit donc que la non-connaissance du rôle de chaque professionnel s'avère être un frein important à la coopération interprofessionnelle. Alors, vous avez imaginé un peu les personnages comme moi? Reprenons. Le kinésithérapeute, salarié et la coopération interprofessionnelle. Chapitre 2. Les moyens existants. En institution, le kiné a pour objectif la récupération des capacités fonctionnelles du patient suite à un accident, une maladie ou une chirurgie. Ainsi, il intègre une équipe avec laquelle il se doit de coopérer pour améliorer la prise en charge. À noter également, le kiné communique avec des professionnels libéraux vers qui les patients se tournera une fois sortis de l'institution afin de continuer les soins. Afin de rendre cette coopération en institution réalisable, le cadre joue un rôle essentiel. Mon rôle est de favoriser une bonne organisation des soins, de coordonner les équipes de soins et les ressources disponibles par l'établissement pour garantir la qualité de la prise en charge. Pour cela, je mets en place avec les différents cadres soignants une coopération interservices. Ensemble, nous anticipons les potentiels freins sur les changements envisagés, des actions lancées et définissons ensemble les objectifs de cette coopération, permettant une évolution avec des formations pour les professionnels. Pour une telle coopération, des réunions de concertation pluridisciplinaires regroupent les professionnels de santé de toutes disciplines afin de mettre à profit leurs compétences et permettre la meilleure prise en charge du patient. Elles sont coordonnées par le médecin, qui rappelle le dossier du patient et son accident, puis les différents professionnels de santé en charge du patient, par exemple kinésithérapeute, ergothérapeute, équipe d'hébergement, présentent les récentes évolutions de celui-ci. De nouveaux objectifs sont fixés dans chaque discipline et avec le patient pour la prochaine réunion. La traçabilité de ces réunions est très importante et doit être placée dans le dossier thérapeutique du patient, tout comme les transmissions de chaque séance, pour notifier l'évolution et permettre la continuité des soins. Cela me rappelle mon entretien avec la cadre de l'Institut en affection neurologique où je travaillais il y a plusieurs années, quand j'étais jeune.
Bonjour, Madame la cadre supérieure de santé et de rééducation. Cela fait quelques jours que je suis dans votre service et j'aimerais un peu plus comprendre comment se passe la prise en charge entre les différents services. Bonjour mademoiselle, sachez tout d'abord que la coopération interprofessionnelle est essentielle pour la prise en charge en neurologie. La complexité de la lésion neurologique fait que les professionnels sont obligés de travailler en équipe. Les kinésithérapeutes n'ont pas les compétences pour traiter les troubles neurocognitifs par exemple. Les évaluations et transmissions sont importantes. Les échanges entre professionnels sont très enrichissants et permettent aux kinésithérapeutes d'enrichir et d'actualiser leurs connaissances. En neurologie, le kiné ne peut pas intervenir seulement avec les connaissances biomécaniques et cinésiologiques. Il doit prendre en charge le patient dans sa globalité. Le cerveau ne connaît pas le muscle, mais le mouvement, dit-on. Très bien. Et concrètement, comment l'échange entre les professionnels est organisé? Téléphone, dossier, réunion, mail? En effet, tous ces moyens sont mis en œuvre. À noter également qu'on distingue les réunions pour les patients en hospitalisation de jour et ceux en hospitalisation complète. Pour les premiers, c'est un PCO, projet contrat objectif, réalisé par les différents professionnels en charge du patient et le patient lui-même présent en réunion. Pour les hospitalisations complètes, ce sont des synthèses qui sont réalisées. Tous les deux suivent le modèle des réunions pluridisciplinaires en santé. D'autre part, la coopération interprofessionnelle interstructure est très importante. Ici, chaque structure externe possède une personne relais. Pour l'hôpital, l'échange se fait entre secrétaire médical et médecin. Pour les soins de suite post-réanimation, les médecins en charge du patient entrent en contact directement. Pour les kinés libéraux, il se fait avec le kinésithérapeute de l'institution responsable du patient. Enfin, pour la prise en charge sociale, c'est un échange entre les assistantes sociales et le cadre de coordination. Ces échanges coopératifs pluridisciplinaires sont très importants pour la continuité des soins. Revenons à notre lecture. Donc, nous en étions ici, au chapitre des démarches en coopération interprofessionnelle. Levier intéressant. Regardons voir ce qu'il y a dans ce chapitre. Oh, mais je connais ça, l'éducation thérapeutique. J'en ai jamais fait à mon époque. C'était moins encadré et surtout peu utilisé. Mais j'en ai entendu parler. Il paraît que c'est révolutionnaire pour l'accompagnement des personnes avec une maladie chronique. Donc, reprenons la lecture ici. Les séances d'éducation thérapeutique peuvent être mises en place, développant la coopération entre les professionnels et le patient. Selon l'OMS, l'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. L'organisation d'une ETP se déroule en 4 étapes, coordonnées par les différents professionnels intervenants. Élaborer un diagnostic éducatif, définir un programme personnalisé d'ETP avec des priorités d'apprentissage, planifier et mettre en œuvre les séances d'ETP individuelles ou collectives ou en alternance, et réaliser une évaluation des compétences acquises du déroulement du programme. Oh mince, j'ai fait tomber mon livre. Il est où? C'est pas possible. C'est bon, je laisse trouver. Reprenons chapitre 2.2, les limites de la coopération interprofessionnelle pour le kinésithérapeute en institution. Ainsi, le masseur kinésithérapeute a un rôle essentiel dans la coopération en institution, mais certaines limites ont pour conséquence de la freiner. Le manque d'effectifs est une limite à la coopération. Il conduit à des conditions de travail difficiles pour les thérapeutes qui se retrouvent avec un nombre conséquent de patients à soigner. Les actes thérapeutiques les plus importants seront priorisés, mais les quelques autres non prioritaires ne seront pas pris en charge au détriment du patient. Cela entraîne des conditions de stress et une charge psychologique importante qui se répercute sur l'ensemble du groupe de soins. De plus, le temps de travail en semaine pouvant être long entraîne une fatigue colossale, difficilement récupérable pour le personnel soignant. Sans oublier le manque de reconnaissance financière dans l'hospitalier qui freine le désir de nouveaux kinésithérapeutes de rejoindre ce milieu. Le type d'exercice professionnel du kinésithérapeute peut être une limite à sa coopération interprofessionnelle. En effet, il existe des disparités de coopération entre les professionnels exerçant en secteur libéral et ceux exerçant en secteur institutionnel. Mon temps de travail en établissement peut être conditionné par celui du patient. Certaines fois, la prise en charge d'un patient peut être reculée ou déplacée pour différentes raisons, ce qui ne convient pas toujours à mon emploi du temps et aux prises en charge.
Pour cela, il est obligatoire pour moi de m'adapter aux contraintes qui m'incombent, ce qui rend l'enchaînement des prises en charge difficile. De plus, les réunions de synthèse hebdomadaires importantes, certes, peuvent être plutôt longues, plus longues que prévu, ce qui perturbe mon organisation et le temps de prise en charge du patient est réduit. Nous avons aussi le manque de coordination qui joue sur la relation de coopération dans une prise en charge. En effet, il peut y avoir un manque d'adéquation entre mon projet personnel et l'ensemble des missions des professionnels intervenants. Cela peut être dû à un manque d'organisation dans le service, nécessitant un suivi précis des soins réalisés et une transmission simple et efficace. En institution, le kinésithérapeute doit être capable de prendre en charge plusieurs patients à la fois, ce qui veut dire qu'il n'est pas présent à chaque instant de sa prise en charge, contrairement parfois à certains patients qui souhaitent être accompagnés ou pour qui la présence du professionnel est essentielle pour maximiser leur effort. D'autres patients déclarent manquer de communication avec leur thérapeute, lié sûrement au manque de disponibilité. Le patient est un personnage clé de la coopération car il est à la base de l'évolution de celle-ci. Son avis est capital et permet de réfléchir vis-à-vis d'éventuelles améliorations. Le manque de communication peut s'avérer être aussi un frein au sein de l'équipe soignante. Un exemple, si le médecin de l'établissement fournit une description peu précise des prescriptions médicales, cela peut entraîner un manque d'informations important pour la mise en place du bilan diagnostic kinésithérapique. Dans ce type de situation, le kinésithérapeute a le sentiment d'un manque de reconnaissance de la part du médecin. Cela entraîne une perte de confiance entre ces deux professionnels qui sera délétère pour la cohésion de l'équipe de soins. D'ailleurs, ce sentiment de manque de reconnaissance peut venir d'un manque de connaissance des médecins sur le métier de kinésithérapeute. Comme le kinésithérapeute est dépendant de la prescription du médecin, il est nécessaire qu'il y ait une meilleure coopération entre ces deux professionnels de santé. Le médecin n'est pas le seul à méconnaître le métier de kinésithérapeute. De nombreux professionnels du médico-social en ont une certaine représentation, ce qui peut rendre la coopération interprofessionnelle difficile. S'ajoutent à ceci les relations interhumaines qui peuvent faciliter ou au contraire complexifier la coopération. En effet, une entente difficile entre professionnels vient entacher et bloquer leurs échanges, influencer leurs décisions et peut ainsi rendre difficile la prise en charge du patient, voire diminuer la qualité du soin. Sans oublier la notion de dépassement des compétences au sein d'une équipe de soins, principe fondamental dans la pratique médicale dans lequel un professionnel de santé travaille en dehors de son cadre de compétences défini par la loi. Pour les kinésithérapeutes, le dépassement de compétences est principalement présent avec des professions proches dans certains actes, voire qui partagent des compétences. Par exemple, pour l'accompagnement d'un patient avec une prescription d'activité physique, son orientation vers un professionnel de santé et ou de l'activité physique et sportive, un kinésithérapeute, un enseignant de l'activité physique adaptée, un psychomotricien, un éducateur sportif, n'est pas toujours si évident pour lui, ni de même pour son médecin prescripteur. Si le professionnel qui le prend en charge vient à sortir de son décret de compétence, son intervention pourrait avoir de mauvaises répercussions sur sa prise en charge qui engagera sa responsabilité. Autre exemple, le kinésithérapeute réalisant des actes faisant partie du décret de compétence des ostéopathes ou inversement. Ces situations ne sont malheureusement pas rares, il est donc important pour la qualité de prise en charge du patient, mais aussi pour la coopération interprofessionnelle, de sensibiliser les professionnels sur le respect des compétences de chacun et de valoriser la complémentarité et de travailler sur une connaissance interprofessionnelle. Reprenons le chapitre 2.3. Les réponses aux limites et freins de la coopération interprofessionnelle pour le kinésithérapeute en institution. Comme nous venons de le voir, les limites à la coopération interprofessionnelle sont nombreuses et peuvent présenter des impacts sur la prise en charge du kinésithérapeute. Il existe cependant des leviers pouvant faire face à ces actions limitantes. Effectivement, pour le manque d'effectifs des masseurs kinésithérapeutes au sein des institutions, une revalorisation de leur rémunération pourrait nous inciter, donc nous, en tant que kinés, à rejoindre plus volontiers les institutions ou les hôpitaux. D'ailleurs, le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes a publié hier un communiqué de presse dans cet objectif, l'augmentation des salaires kinésithérapeutes salariés. Cette évolution, elle permettrait d'une part de pérenniser les emplois et de lutter contre un turnover conséquent en milieu hospitalier, et d'autre part donc d'alléger la charge mentale et la fatigue de nos confrères. D'un autre côté, une plus grande reconnaissance de nos compétences en tant que kiné est indispensable pour répondre aux difficultés qui peuvent apparaître lors des prescriptions qui sont établies par les médecins, mais aussi avec d'autres professionnels. Celle-ci, ça passerait par une sensibilisation des professionnels sur les compétences donc, du kiné, et notamment pour le médecin, donc l'accompagner à mieux prescrire et orienter son patient. En ce sens, la FNEC, c'est-à-dire la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie,
propose des formations dans son livret de prescription de massokinésithérapie aux médecins sur la réalisation de prescriptions plus précises et plus adaptées aux kinés. Donc, au-delà de la pose d'un diagnostic, la mise en place de protocoles de coopération, issus notamment de la loi du 8 mars 2020, devrait conduire les masseurs kinésithérapeutes à prendre en charge des patients sans ordonnance, mais aussi à prescrire certains traitements médicamenteux. On peut parler des anti-inflammatoires non stéroïdiens et du paracétamol par exemple. Et encore, nous pourrions même signer un arrêt de travail le cas échéant. Cette nouvelle responsabilité favoriserait alors une valorisation de la profession de massokinésithérapie. D'autre part, et donc pour terminer, pour lutter contre le dépassement de compétences, une connaissance plus approfondie des compétences et des responsabilités de chacun, ça permettrait une responsabilisation accrue des divers professionnels. À titre d'exemple, pour répondre aux difficultés des médecins prescrivant de l'activité physique à orienter leurs patients vers le bon professionnel. La FNEC, que j'ai cité ci-dessus, propose dans son livret de prescription de massokinésithérapie un tableau récapitulatif. Je veux bien mieux communiquer, mais il faut des dispositifs. Pour faire face au manque de communication impactant la qualité de la prise en charge des patients, l'essor du numérique et de la digitalisation a permis une avancée considérable. En effet, l'accès pour tous les professionnels de santé à une messagerie électronique sécurisée a favorisé le partage des données médicales des patients, tout en respectant les recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Au-delà du numérique, des dispositifs de communication tels que les réunions pluridisciplinaires ou les transmissions orales et écrites permettent l'échange des informations entre les kinés et l'ensemble des professionnels de santé. D'autre part, pour prévenir le risque d'une communication altérée et mieux organiser l'enchaînement des actes de soins quotidiens des patients, des feuilles de prévision des séances de rééducation sont mises à disposition des kinés. Dans cette continuité et afin d'améliorer la qualité de prise en charge des patients, il est primordial d'avoir une bonne coordination entre les kinésithérapeutes et les autres professionnels de santé, infirmiers, aides-soignants, médecins. Pour renforcer la transmission des informations, les kinésithérapeutes remplissent une feuille de soins conforme au modèle type réglementaire ou renseignent les soins apportés dans le dossier médical. Cette démarche favorise le travail en synergie avec les autres professionnels et accroît la lisibilité des actes réalisés par chacun tout au long de la prise en charge du patient. Enfin, pour la relation que nous avons entre médecins et kinés, il est vrai qu'il peut exister une certaine confrontation. Une étude à l'hôpital de Cardiff explique cette confrontation par plusieurs éléments, comme la relation hiérarchique ou le manque de considération et de reconnaissance perçue aussi bien par les kinésithérapeutes que par nous, les médecins. Des solutions assez simples comme le déménagement du service de rééducation sur le même étage que le service de médecine ou la planification de réunions quotidiennes entre les différents intervenants peuvent favoriser une meilleure coordination des actions entre médecins et kinésithérapeutes. Au terme de cette étude, les professionnels ont pu noter l'amélioration de la qualité des soins et une diminution des erreurs médicales, ainsi que le développement du sentiment de confiance entre les différents professionnels grâce à une meilleure coopération. C'est vraiment ce qu'on souhaite tous. Passons au chapitre 3. Le kinésithérapeute libéral et la coopération interprofessionnelle, les moyens existants. Dans son exercice libéral, le masseur-kinésithérapeute est également amené à travailler en coopération avec d'autres professionnels de santé pour assurer une prise en charge complète. En cabinet, le kinésithérapeute échange essentiellement avec le médecin traitant. Lors de son installation, il doit aller à la rencontre des médecins aux alentours. En effet, la connaissance entre le kinésithérapeute et les médecins de proximité est la première étape de la coopération. Les différents bilans diagnostiques kinésithérapiques d'entrée, intermédiaire et de fin de prise en charge doivent être partagés le plus vite possible au médecin traitant pour l'informer de l'évolution de la prise en charge, des techniques utilisées et du nombre de séances. Ces informations peuvent être communiquées du kinésithérapeute au médecin ou inversement en fonction de leurs interventions, et ce, par mail, par courrier ou téléphone. Le kinésithérapeute en libéral doit aussi communiquer avec d'autres professionnels libéraux, mais aussi des professionnels en structure. Il existe l'espace de confiance MS Santé qui permet l'échange de données entre les professionnels de santé, mais également entre les structures médicales, médico-sociales et les libéraux. Le courrier ou le téléphone très utilisé par les professionnels libéraux. De plus, il existe en libéral un système de carnet de liaison du patient partagé par les différents professionnels intervenants afin d'assurer la continuité des soins à domicile. Ce carnet, créé en 2016, permet l'amélioration de l'autonomie du patient, ayant accès aux informations le concernant, son parcours de soins et les consignes de soins. Conscient des difficultés rencontrées par les professionnels libéraux à travailler avec d'autres professionnels de santé, en 2007,
le Code de santé publique introduit les maisons de santé, des structures pluridisciplinaires pour ouvrir aux professionnels libéraux un mode d'exercice collectif. Ces structures regroupent des professionnels médicaux, des auxiliaires médicaux et des pharmaciens libéraux en un même lieu, tous unis autour d'un projet commun. Et quand je dis projet commun, je parle bien de projet commun. J'ai déjà entendu qu'un projet commun était un partage de locaux, par exemple. Ce principe a permis et continué de développer quotidiennement la prévention et l'éducation thérapeutique chez les patients dans le secteur libéral. La HAS encourage la coordination et coopération présente au sein des maisons de santé en élaborant une modalité spécifique pour les professionnels des maisons de santé en leur validant des évaluations pratiques professionnelles dites EPP. La coopération interprofessionnelle est favorisée également par le développement de protocoles de travail, même si celui-ci est freiné par la crise sanitaire actuelle. D'autre part, en 2008 ont été créées les structures HAD, hospitalisation à domicile, coordonnées par la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile, FNE-HAD. Elles sont présentes partout en France et dispensent des soins hospitaliers à domicile, notamment implémentées dans les territoires ruraux, isolés et victimes de déserts médicaux. Les structures HAD assurent l'égalité de tous dans l'accès aux soins. Elles sont composées d'une équipe administrative, une équipe médicale, paramédicale et bien sûr médico-sociale. Elles ont également recours à des professionnels libéraux, travaillant par convention avec les HAD, tels que des pharmaciens, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes ou encore diététiciens. C'est par le biais d'un lien direct avec l'infirmier coordonnateur que le kinésithérapeute libéral joue un rôle dans les prises en charge par la HAD. L'obtention de ce service se fait sur prescription par le médecin traitant. La demande est évaluée par l'infirmier de l'ESU. Je reconnais que les réunionites sur le temps personnel du kiné a ses limites, mais le kiné libéral manque très souvent aux réunions. Chapitre 3.2. Les limites et leurs réponses en coopération interprofessionnelle pour le kinésithérapeute libéral. Le kinésithérapeute libéral, à la différence d'un salarié, travaille peu en équipe pluridisciplinaire. Pour autant, il est amené à travailler avec différents professionnels comme des médecins ou des infirmiers. La coopération est donc essentielle, mais pas toujours évidente en milieu libéral. En effet, comme pour les institutions, plusieurs limites existent pour la mise en place de cette coopération. Une des premières limites retrouvées en milieu libéral est le manque de connaissances interprofessionnelles accentué avec la distance. En effet, de nombreux professionnels de santé ne maîtrisent pas l'apport des autres professionnels. Le kinésithérapeute est particulièrement touché par ce problème, car beaucoup de professionnels de santé ne mesurent pas ses compétences, et particulièrement en libéral. Cela me rappelle quand je travaillais dans mon cabinet en milieu libéral. J'ai eu une discussion un jour avec un podologue. Si seulement j'avais eu cette discussion plus tôt. Hello, comment tu vas? Je profite de te voir pour te parler d'une de mes patientes. Voilà, il s'agit d'une patiente avec une douleur au niveau de son hallux à cause d'une hyperpression. Je lui avais prescrit des semelles pour éviter cette hyperpression vers l'avant, mais j'ai l'impression que c'est pas optimal et un ami m'a dit de t'en parler. Effectivement, la semelle n'est pas la solution au problème. Avec le vieillissement, le patient a moins de souplesse articulaire et tendineuse. Il a plus de rétropulsion, moins de flexion dorsale de cheville. La personne âgée va devoir se courber avec son tronc pour amener son centre de gravité vers l'avant, ce qui peut expliquer cette hyperpression vers l'avant et la douleur à l'hallux. Il faut travailler sur le tendon d'Achille. Mais si seulement j'avais pris le temps de te parler d'autres patients bien plus tôt, il faut vraiment qu'on coopère ensemble. C'était un très bon souvenir, mais je n'avais pas conscience à ce moment-là encore de l'impact de la coopération interprofessionnelle. Je me disais que c'était un échange intéressant. Je n'avais pas encore compris l'importance de ce petit échange. Enfin bon, revenons à notre livre. Je disais donc que pour permettre aux professionnels de santé de mieux appréhender les compétences et le rôle du kinésithérapeute, il est essentiel de les sensibiliser sur l'importance de se connaître respectivement afin de favoriser une coopération. Manque de connaissances est aussi lié à une communication interprofessionnelle pas toujours efficace, car nous sommes souvent isolés lorsque nous exerçons en libéral, sans parler de la surcharge de travail. La communication interprofessionnelle est donc très compliquée à mettre en place. En effet, les différents dispositifs pour favoriser la communication et donc la coopération interprofessionnelle peuvent également présenter quelques limites. Il est vrai qu'en libéral, nous utilisons principalement le téléphone, car il est simple, rapide d'utilisation et permet une communication orale. Cependant, il présente quand même des limites non négligeables qui sont l'absence de traces écrites, ce qui est l'une des principales priorités pour le suivi du patient. Les échanges avec les autres professionnels libéraux sont souvent informels. La mise en place de réunions est très rare car difficile à mettre en place, ce qui est problématique car en institution, un des facteurs favorisant la coopération est la mise en place des réunions pluriprofessionnelles.
En libéral, il est difficile de participer à des réunions lorsque celles-ci sont proposées. En effet, nous sommes souvent surchargés et notre participation se fait sur notre temps personnel, car nous ne sommes pas rémunérés, contrairement au kinésithérapeute salarié qui y participe pendant son temps de travail. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est essentiellement le manque de reconnaissance le problème majeur. Pour valoriser donc cette coopération interprofessionnelle et la mettre au cœur de notre prise en charge dans le milieu libéral, pourquoi pas créer une cotation donc, pour cette coopération et l'inclure dans la nomenclature générale des actes professionnels. Alors, je me suis penché sur la communication entre kinésithérapeutes libéraux et médecins généralistes en écrivant la thèse suivante. Collaboration entre médecins généralistes et masseurs kinésithérapeutes. Élaboration d'un outil de communication. Je suis parti du constat que la méconnaissance du travail du kinésithérapeute s'accompagne de prescriptions médicales erronées. La communication écrite avec la réalisation d'un courrier, notamment lors des bilans, est essentielle pour communiquer avec le médecin généraliste. Pour autant, celui-ci n'est pas toujours réalisé. Et en effet, même si le médecin généraliste communique de plus en plus de manière écrite avec les autres spécialistes, ce n'est malheureusement pas encore le cas, assez le cas en tout cas, avec les masseurs kinésithérapeutes. C'est pourquoi j'ai écrit cette thèse qui permet de créer une fiche de synthèse type favorisant les échanges d'informations. Il sera intéressant de réfléchir à un outil similaire pour les autres professionnels de santé. Il est évident que pour le médecin et le kinésithérapeute, l'objectif est de mieux coopérer, mais aussi de mieux prescrire, afin d'améliorer la prise en charge du patient. Pour les autres professionnels de santé, il n'y a pas de lien de prescription, mais l'objectif final reste le même, c'est-à-dire améliorer la prise en charge du patient en coopérant au mieux. Une idée serait de créer un outil non pas à visée de prescription, mais de prise en charge optimale, rappelant les apports des uns et des autres. Mais bon, je laisse les kinésithérapeutes écrire un mémoire sur cela. Pour ma part, ma thèse me suffit. En effet, la relation avec le médecin n'est pas le seul problème. L'entente entre les professionnels est une véritable limite à la coopération. Si pour autant, en milieu institutionnel, elle peut altérer donc la transmission d'informations et la finalité de cette coopération. Le travail d'équipe reste une obligation. En milieu libéral, non seulement la coopération est altérée, mais cela peut même empêcher donc le travail en équipe. L'entente entre les professionnels est donc déterminante. Travailler la convivialité semble être un prérequis donc, pour créer des liens indispensables à une coopération. Il serait donc intéressant donc, de proposer comme en institution des dispositifs de cohésion d'équipe pour les professionnels exerçant en libéraux. Par exemple, lors de mon installation donc, dans mon nouveau cabinet, je vais proposer donc, une soirée d'inauguration en invitant les professionnels de santé de proximité avec qui j'envisage de travailler, tels que les infirmiers, les médecins, les chirurgiens ou encore donc, les psychologues, les ergothérapeutes ou les psychomotriciens. Car pour moi, c'est essentiel à mon installation et cela déterminera mes futures relations professionnelles. Conclusion. La coopération interprofessionnelle favorise une prise en charge globale du patient et peut permettre une évolution thérapeutique plus rapide. Cependant, l'investissement des professionnels de santé n'est pas pour autant toujours à la hauteur des bénéfices de cette coopération. Mais peut-on dire que cet investissement relève uniquement de leurs intentions alors que des freins à cette coopération existent ? Coopérer, c'est avant tout comprendre la relation interprofessionnelle. Il est donc important d'identifier les enjeux d'une telle relation qui va au-delà d'un partage d'informations. C'est un partage de connaissances, de compétences, mais aussi un échange de pratiques et une complémentarité nécessaire dans la prise en charge. Comme toute relation, la communication est essentielle et très dépendante des dispositifs mis à disposition et de la confiance instaurée. Il est donc évident que la connaissance des compétences respectives et la communication sont des leviers importants. D'autant plus quand nous savons que l'efficacité d'un groupe dépend des accords explicites, des responsabilités de chacun et des dispositions mises en place pour éviter l'ambiguïté des rôles. Il faut souligner que la coopération interprofessionnelle est bien présente dans notre système de santé. C'est un socle essentiel, mais pas toujours adapté pour le masseur kinésithérapeute. Il est donc important de renforcer les dispositifs existants et de s'appuyer sur ceux qui fonctionnent comme ceux en santé. Il faudrait les adapter au milieu libéral, où la coopération est plus difficile à mettre en place. Il s'agit également de proposer des dispositifs nouveaux qui répondent à ces limites très spécifiques, au métier de masseur kinésithérapeute. Finalement, l'évolution récurrente de ce métier n'est-elle pas un frein à cette coopération ? N'est-il pas essentiel de sensibiliser davantage les professionnels de santé à cette évolution ? L'accompagnement à la performance des équipes sportives peut s'en servir d'inspiration. En effet, une équipe sportive est un groupe collectif qui poursuit un but commun et agit ensemble dans un intérêt collectif. Cela s'apparente à la coopération interprofessionnelle, dont l'intérêt collectif est la prise en charge du patient.
Pour permettre aux équipes sportives de haut niveau de performer, l'entraîneur propose des changements de poste afin de prendre conscience des attributions de chacun et des fonctions qui participent à la réussite de l'action collective. Un entraînement qui permet ainsi d'ajuster la coordination des rôles de chacun. Il peut donc être pertinent de proposer des actions de sensibilisation où des professionnels de santé puissent vivre le temps d'une journée la vie d'un professionnel, d'un kinésithérapeute par exemple. L'objectif est de mettre l'accent sur l'interdépendance de chacun par le biais de la compréhension des compétences et du rôle de l'autre. Il semble donc indispensable à ce jour de trouver des outils et des stratégies de sensibilisation pour tous les professionnels de santé. C'est par sa capacité à coopérer que l'homme pourra perdurer. Nathalie Achard. Waouh, incroyable ce livre. Évidemment, c'est une chance pour le kinésithérapeute. J'ai trouvé la solution à mon problème. Mamie, tu es un génie. Pour bien retenir et m'aider pour l'avenir, j'ai pris des notes mind mapping. Je t'envoie une photo. Dis-moi ce que tu en penses. Je pense accrocher un poster dans le bureau au cabinet pour sensibiliser mes collègues. Waouh! Au milieu, tu as le kinésithérapeute. Il est au cœur du dispositif de la coopération. Tu peux voir ses bras qui représentent les différents professionnels de santé avec qui il doit coopérer. Évidemment, ils ne sont pas tous représentés. Je n'avais pas assez de place, mais tu vois l'idée. Ici, il y a l'ergothérapeute, l'infirmier, le médecin, le professeur APA, le podologue et bien sûr le patient. Ils font partie de la prise en charge, c'est pourquoi ils représentent ici les mains du kiné. Tu peux voir également derrière, dans le cercle, les 3 dispositifs d'exercice professionnel du kinésithérapeute. L'institution, le libéral et les 2. J'ai noté les démarches, leviers et limites à la coopération interprofessionnelle dans chacun de ces lieux d'exercice. Il nous arrive parfois d'intervenir en institution. C'est important d'avoir toutes les données. Enfin, nous avons parlé d'exercices de cohésion et de convivialité à mettre en place entre professionnels libéraux. Quoi de mieux qu'un escape game pour nous apprendre à coopérer? Pour donner envie à mes collègues libéraux d'organiser un escape game, j'ai mis des énigmes dans ce poster. Maintenant, à vous de jouer. Pour favoriser la cohésion dans votre groupe, quoi de mieux qu'un escape game pour apprendre à coopérer? Bon, ok, je vous fais un peu rêver. Il est difficile de faire un escape game, mais pas des énigmes. Premier indice, la coopération intragroupe est maîtresse dans ce jeu. Vous gagnez quoi? Le titre du meilleur groupe TD coopératif. Et bien sûr, le groupe A saura vous récompenser comme il se doit. Votre mission, trouvez une phrase clé à partir de ces mots en rouge sur le diapo, déjà placés dans l'ordre. Bien évidemment, nous vous enverrons un récapitulatif des indices. À noter également que vous aurez le temps de répondre ensemble une fois le poster affiché dans l'école. Premier indice. Le kinésithérapeute tend la main à l'ergothérapeute pour demander de l'aide. C'est dans cette direction que vous trouverez le nombre de mots à trouver. Attention, le carré magique a un piège. C'est en résolvant ce problème que le nombre de mots à trouver va apparaître sous vos yeux. Mais attention, j'ai bien parlé de nombre et pas de chiffres. Deuxième indice, dans vos groupes, qui est un élément clé de la coopération, qui est un élément clé de la coopération. Dans votre nombre de mots à trouver lors de la première ligne, un chiffre est significatif. Il est la quantité d'éléments clés à interroger pour obtenir des mots. Pour le reste des mots, vous avez besoin d'une grande qualité d'un kinésithérapeute. Cela est très important pour un bilan subjectif, par exemple. C'est avec cette qualité que vous pourrez identifier sur le poster les mots restants. Et dernier indice, pour constituer la phrase, l'ordre des mots trouvés avec les éléments de l'énigme 2 n'est pas aléatoire. Enfin, petit joker payant. Vous pouvez demander des indices supplémentaires au groupe A, mais c'est contre 10 km de course à pied ou de marche. Attention, pas d'aide technique. Mais heureusement, les kilomètres sont cumulatifs entre vous. Preuves, Strava, etc. Santé publique oblige, nous valorisons l'exercice physique.
Merci à tous. Belle présentation. Merci. Moi, je prendrais les 10 km déjà. Hein. Précise que c'est avec le temps et en voyant le poster. Ah, il semblerait que je ne sois pas la seule à ne rien avoir compris à l'énigme. Je suis contente de ne pas devoir participer, parce que j'ai bien compris que c'était pour un groupe de TD, c'est ça? Alors si tout le monde peut résoudre cette énigme, évidemment la compétition est que entre groupes de TD. Par contre, je vous rassure, c'est normal que là ça vous parle pas tant que ça. Vous allez pouvoir résoudre ces énigmes qu'une fois que vous aurez le poster sous les yeux. Ça vous oblige à aller regarder notre petit poster dans les moindres détails. Mais évidemment, ce sera beaucoup plus clair et on fait un récapitulatif PDF qu'on vous enverra avec tous les indices. C'est bien pensé. Et donc, il sera affiché quand, votre poster? Ça, c'est à vous de nous le dire. Il me semble que c'est l'école qui s'occupe de l'affichage. Oui, écoutez, là, il va falloir qu'on s'organise, effectivement. En tout cas, pour les autres groupes, quoi. Ok. Pour le poster, oui, habituellement, je réfléchis. On les projetait, on les imprimait pas. Mais bon, pour vous, il semblerait que ce soit important. Donc, il va falloir que vous l'imprimiez, je pense, pour les autres groupes. Ou sinon, on le met sur le groupe Facebook. Oui, on peut, c'est vrai. Vous pouvez l'imprimer en A3 quand même. Pardon? On pourra l'imprimer en A3. Oui. Ou pas. D'accord. Alors, je vois que dans le chat, il n'y avait pas forcément de questions. Hein. Ok, Hélène et Christophe, vous voulez commencer? Honneur à toi, Hélène, si tu veux. J'ai trouvé la présentation bien, qui reprenait les éléments de votre livret. J'ai bien aimé l'énigme, la conclusion, parce que je crois qu'elle ressemble bien et elle reprend bien les éléments d'une coopération, si je ne me trompe pas, avec cette main tendue. Et elle traduit bien ce qu'on attend d'une coopération. Par rapport à votre écrit et à votre présentation, qu'est-ce qui pourrait aussi favoriser cette coopération et qui permettrait à des futurs diplômés de s'engager dans cette démarche? Alors, je commence. Il y a différentes choses qu'on a un peu évoquées. Évidemment, il y a des choses qui sont plus générales et puis il y a des choses qui sont plus particulières en institution et plus particulières en libéral. Et l'idée, ce serait déjà de sensibiliser les futurs kinés, donc étudiants, au fait que cette coopération est évidemment indispensable et une chance pour lui, avec toutes les limites qui s'y accrochent. Et ça se fait par une connaissance de tous ces enjeux, comme on l'a mis dans la conclusion, le fait que ce soit que cette coopération dépend de beaucoup de choses et elle a des enjeux importants, de sensibiliser à ça. Et surtout, de sensibiliser au fait que c'est d'une importance importante, le fait que les professionnels de santé soient sensibilisés au fait de bien connaître les compétences des autres et de savoir où sont les leurs et que les autres sont très complémentaires, mais au-delà de ça, de les connaître. Parce que on l'a vu, le kiné est très concerné par cette question-là. Le fait que beaucoup de professionnels malheureusement ne connaissent pas totalement ces compétences et souvent sous-estimées ou en tout cas inconnues, sont souvent résumées, ça perturbe forcément cette coopération. Pour un titre d'exemple, j'avais une discussion avec un étudiant en médecine qui m'avait dit « Mais vous prescrivez vous les kinés ?» Bon, on voit qu'il y a déjà un problème aussi là-dessus au niveau étudiant où en fait on n'a pas forcément conscience du boulot des autres. Non, c'est sûr qu'il y a un gros travail. Enfin, si vous permettez, j'interviens. C'est sûr qu'il y a un gros travail à faire sur le fait, parce qu'à un moment donné, vous avez parlé des prescriptions où c'est le kiné qui détermine le nombre de séances, la durée, etc., suivant son bilan initial avec un BDK digne de ce nom. Sachez quand même que ce BDK, même s'il commence à être ancien, il y a des médecins qui ont jamais entendu parler de ça et qui restent avec leurs habitudes. Sachez que même si c'est marqué sur l'ordonnance, vous n'avez pas
à être guidé par ce nombre de séances ou la durée, puisque la sécurité sociale reconnaît, l'autorise les kinés, suivant le BNK, à mettre un nombre de séances que vous estimez nécessaire. Donc ça, c'est quand même important. Donc il y a un gros travail à continuer à faire. Par contre, ce que dit Mamie Morissette concernant la méconnaissance de la kinésithérapie, j'irai beaucoup plus loin parce que j'encadre 60 rééducateurs et dedans, il y a des kinés, il y a des ergos, il y a des psychomotes, il y a des orthophonistes, il y a des pédicures podologues, il y a des diététiciennes. Eh bien, il n'y a pas que la kinésithérapie qui n'est pas connue, c'est ces autres professionnels aussi. Donc, en fait, il y a une méconnaissance de tous les professionnels et des compétences. Donc là, on a fait un gros travail sur Bainville. Alors, j'ai bien entendu les freins sur la kinésithérapie salariée, entre autres financières, mais je vous assure que c'est en train de bouger. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. C'est ce qu'on a cité aussi, parce qu'on a vu que hier, l'Ordre des kinés avait publié un communiqué de presse. On s'était dit c'est l'occasion de le placer à l'oral. C'est bien, vous avez suivi l'actualité. Accepté. Ça va bouger. Donc, par contre, c'est pas le seul élément, puisque le libéral attire aussi sur un aspect d'autonomie qui paraît beaucoup plus grand. Je dis bien qui paraît, parce que vous verrez quand même qu'il y a quand même des contraintes, et voilà, il y a 80% qui sont en libéral, il y a des raisons. Mais mon sujet, c'était le fait de dire qu'on n'avait pas assez de kinés. Par contre, on a vu que les besoins des patients avaient évolué. Et donc, on a fait un gros travail et on s'est aperçu que les kinés ne savaient pas ce que faisaient réellement les ergos, les psychomotes, les APA, puisqu'on a mis en place des APA aussi dans les SSR. Eh bien, on s'est retrouvé à travailler avec une vidéo pour dire quel est le cœur de votre métier, présenté à tout le monde, quelle est votre représentation de l'autre, l'APA, l'ergothérapeute, et qu'est-ce qui est commun, puisqu'à un moment donné, vous avez parlé, alors je ne sais plus lequel, a parlé de compétences qui pouvaient être communes. Donc on est borderline. Parce que l'objectif, c'est que quand on prend un patient en charge, il ne faut pas que l'ergo fasse exactement la même chose que le kiné, que la psychomotricienne. C'est une perte de temps, c'est une perte financière, et le patient ne s'y retrouve pas. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun ait des objectifs bien précis et qu'il connaisse le travail de l'autre. Donc c'est pour ça que, alors je vous félicite pour votre travail, parce que la présentation, il y a toujours l'humour que j'aime beaucoup. Il y a des éléments importants qui peuvent être critiqués, parce que on en parlera peut-être plus en détail, parce qu'à un moment donné, vous dites, allez, plus de prescription médicale, on va donner des anti-inflammatoires, etc. Danger, parce que demain, vous donnez des anti-inflammatoires, c'est pas le cachou qui est important, c'est ce que vous allez en donner. C'est-à-dire qu'un anti-inflammatoire, il faut qu'il n'y ait pas de problème hépatique, il faut qu'il n'y ait pas de problème d'ulcère, je peux vous donner un exemple précis où j'ai commencé ma carrière comme libéral. Patient adressé pour des lombalgies, au bout de 15 jours, 3 semaines, toujours la même douleur, fibroscopie gastrique, c'est un cancer de l'estomac. Donc vous voyez ce qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on a besoin de la coopération avec un médecin qui va faire des diagnostics différentiels et qui va dire ok, c'est une lombalgie kiné. Par contre, cancer de l'œsophage, il le voit, on a des douleurs qui irradient au niveau lombaire, mais la cause n'est pas la même. Donc ça veut dire que demain, quelqu'un qui vient chez vous en cabinet et qui vous traitez pour une lombalgie parce que c'est votre compétence et que c'est un cancer de l'estomac, vous vous engagez sur un terrain très glissant. Donc si vous commencez à lui donner des anti-inflammatoires, etc., je dis que là, danger. Je pense qu'on a assez de compétences en kiné pour rester des super kinés et on laisse le médecin avec ses problèmes de médecin. Parce que demain, sinon, les infirmières, elles vont venir, les électrodes, c'est facile à poser, on va faire de l'électrothérapie, etc. Et tout le monde fera de tout et n'importe quoi. Donc, on a la possibilité de prescrire, c'est très bien, des produits très particuliers qui sont notre cœur de métier, on agit là-dessus. Mais faites très attention sur les dérives. Parce que, alors c'est vrai que je suis à l'ordre des kinés, à un moment donné, ils voulaient vacciner aussi. Mais je dis des kinés qui vaccinent, c'est pas parce qu'on connaît le cutané, le sous-cutané, le musculaire,
que mettre une aiguille sera facile, même si le geste peut-être est facile. Je veux dire, l'injection, il y a un risque septique qui peut être majeur. Donc, il faut qu'on fasse attention quand même. On a la chance d'avoir un super métier, on a un décret de compétence qui correspond à quelque chose de super intéressant, d'aller trop loin, danger. Donc la coopération, super. Par contre, si vous enlevez la coopération et que vous englobez tout ce que les autres font, danger. Enfin, c'est ma représentation de... On partage exactement le même constat. C'est vrai qu'on l'a cité, la prescription, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on met en avant comme quelque chose qui favoriserait la coopération. Mais évidemment, on partage exactement cet avis-là de ce que vous venez de dire. Bah, j'espère, parce que pareil, dans la famille, il y en a toujours un qui viendra. Je me suis foulé la cheville, fais quelque chose. Bah, je suis désolé, s'il y a une fracture au niveau d'une malléole, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et vous allez le traiter comme une entorse alors qu'il y a peut-être des vis à mettre. Donc, vous n'êtes pas chirurgien. Donc, ça veut dire que vous allez retarder quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours être en coopération avec d'autres professionnels. Le radiologue, le médecin, le chirurgien. Ne prenez pas tout pour vous. D'accord? Et voilà. Donc, on va avancer dans la discussion, mais c'est des choses qui me paraissent importantes au niveau de la santé publique. Oui, complètement. Alors, moi, je voudrais juste rebondir sur l'aspect financier parce que je pense qu'il y a un amalgame. Le fait d'être mieux payé ou de gagner plus, c'est pas ça qui va faire que vous coopérez avec quelqu'un. Non. C'est pas ce qu'on a dit, oui. Alors, en fait, c'est vrai qu'on l'a cité. Il y a eu deux choses qui ont été citées lors d'entretiens, notamment avec des kinésithérapeutes, des entretiens semi-directifs. Il y a effectivement le manque de kinés dans les structures, dans les institutions, qui effectivement peut poser problème parce qu'il y a ce manque d'effectifs qui est un vrai frein pour que le kiné prenne du temps à plus coopérer. Et ce manque d'effectifs est lié au fait à la revalorisation salariale par rapport au fait qu'en hôpital, ils gagnent beaucoup moins qu'en libéral. Et on le sait, la majorité des kinés vont travailler en libéral. Et en libéral, l'autre problème, c'est le manque de ce qui a été cité dans les entretiens, c'était le manque de reconnaissance du fait qu'ils participent à des réunions. Ils le font sur leur temps personnel, ils sont invités à beaucoup de réunions, mais ils le font pas toujours parce que ce n'est pas reconnu, c'est pas un acte, donc c'est sur du temps personnel et donc c'est pas de la rémunération. Mais en soi, ils disaient c'est au-delà d'une question de rémunération, c'est une question de reconnaissance de leur participation à des réunions pour la coopération interprofessionnelle. Alors pareil, le risque sur cette coopération, c'est-à-dire que ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on est impacté au niveau du salariat sur la baisse de kinésithérapie. Et en fait, en apprenant à connaître le psychomote, l'ergothérapeute, l'APA, c'est ce que je vous disais, on a vu des compétences qui sont soit borderline, soit identiques. Donc on est en train de transformer des postes de kiné. Je suis un peu triste de vous le dire parce que je suis kiné de formation, mais on est en train de transformer des postes avec des personnes qui s'approchent et on doit de toute manière répondre aux besoins des patients. Donc on remet des kinés sur leur cœur de métier pur et dès qu'ils ont atteint un objectif et qu'il faut entretenir ou récupérer des aptitudes physiques de réentraînement à l'effort, on les met en APA par exemple. Ou alors on sert de la psychomotricienne aussi pour travailler l'équilibre avec le réapprentissage du corps, avec tout ce qui est proprioceptif. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis triste de savoir que des kinés ne viendront pas sur un aspect financier, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais par contre, les places, aujourd'hui, alors Hélène, je pense pas que tu vas me contredire, hier aussi, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre cette représentation kiné qui était très importante et on commence à la perdre avec d'autres professionnels qui sont borderline, mais qui répondent quand même aux besoins. Voilà. Donc c'est juste vous en tant que futur kiné étudiant que vous sachiez que ce soit les hôpitaux et les centres, ils sont en train de s'adapter parce qu'on n'a pas le choix. Et donc c'est une coopération qui va être différente, mais on va garder des kinés, hein, ça je vous assure, et on se bat là-dessus. Hein. Alors, c'est un élément qui est à prendre en compte dans le contexte, c'est-à-dire que quand un maillon
disparaît, ça diminue la visibilité d'un métier. C'est-à-dire que si un maillon disparaît dans ce parcours patient, qui démarre souvent soit par une activité dans une prise en charge libérale, mais aussi au sein des institutions, chirurgie ou centre de rééducation, si un métier n'est plus présent dans ces institutions, il disparaît, ça veut dire qu'on est moins visible, et les autres corps de métier, par ce manque de visibilité, chercheront peut-être pas à venir coopérer avec ce métier qui disparaît. Ça fait partie du contexte. C'est le contexte dans lequel vous évoluez. Et donc c'est aussi aux générations montantes de prendre en charge ce challenge et de faire que ce maillon ne disparaisse pas. Donc pour la visibilité, allez travailler en centre, à l'hôpital, et soyez bon. Un kiné qui est bon, il est visible. Vous inquiétez pas, on n'oublie pas quand on veut coopérer. Donc on compte sur vous là en 4e année et après pour être performant et aussi présent en institution, pas que en libéral. Alors, pareil, il y a quelque chose qui m'a bien plu sur l'émulation, sur la cohésion d'équipe. Alors je sais plus qui sortait ça. C'est qui? Je sais plus. Enfin bref, vous avez parlé de la cohésion d'équipe, faire des choses ensemble. Alors je sais qu'il y en a une d'entre vous qui est venue sur Bainville. Oui, c'est moi. Voilà. Rebonjour. Est-ce que vous avez vu ce qui se passait aux alentours de 12h30? Oui, il y avait des réunions avec les kinés, les ergos, des kinés, tous les professionnels. Tous les professionnels qui étaient ensemble sur des échanges qui peuvent être informels, et la notion aussi qu'il y avait de l'activité physique adaptée sur l'ensemble des professionnels présents. Psychologue, kiné, ergo, diète, voilà. Donc c'est quand même une force aussi sur la cohésion, et je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez parlé de liens interpersonnels, et si on a des liens interpersonnels qui sont de qualité, si on a une cohésion d'équipe, si on a un échange pratiquement permanent, vous avez toutes les chances pour que la solidarité apporte ce que vous recherchez. Et tout ça pour le patient, puisqu'il reste toujours au centre. Donc vraiment, quel que soit l'endroit où vous êtes, et je sais que c'est plus difficile en libéral, c'est pour ça que la sensibilité dans des centres, c'est quand même quelque chose d'agréable, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Et les prises en charge de patients, vous parlez de synthèse pluriprofessionnelle, et ben, je veux dire, c'est hebdomadaire. Hein. Donc, toutes les semaines, les objectifs, vous savez si vous les avez atteints, et vous en remettez d'autres, et vous mettez des dates de sortie. Voilà. Et ce que vous avez travaillé, c'est super, parce que l'aide-soignante vous dira, ah bah, ça se voit qu'il a progressé, puisque maintenant, il arrive à faire sa toilette tout seul. Il arrive à aller au WC tout seul. Tout ça grâce à vous, à l'ergo, peut-être à la psychomote, et à la part. C'est la richesse de l'ensemble. D'accord? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il y avait aussi les infirmières dans les réunions du midi, mais en tout cas, les kinés, ils avaient accès à tout le dossier du patient. Tout le dossier. Ils pouvaient voir tout ce qui se passait, donc j'avais regardé un peu et c'était super intéressant. Le kiné qui me suivait m'avait dit, bah ouais, comme ça on peut savoir tout ce qui se passe, et il regarde à chaque fois tous les matins, voir ce qui se passe, donc c'est super intéressant. Oui. Et dans la coopération, il y a un élément qui est super important. Vous avez parlé à un moment donné d'une fiche où le kiné met ses prévisions de séance. Alors vous imaginez si chaque kiné, avec une petite feuille, met ses prévisions de séance, qui redonne ça aux soignants, ça va être la guerre. Hein. Et en fait, maintenant, il y a des agendas qui sont informatisés. Et donc, on arrive à trouver des créneaux et on a une pièce importante, ça s'appelle un agent d'accompagnement. Donc en fait, c'est pratiquement un aide-soignant. Son job, c'est d'avoir une liste informatisée qui permet d'aller chercher les patients. Et ça veut dire qu'il y a une coopération entre cet aide-soignant et qui fait un lien avec les infirmières aides-soignants. Les infirmières aides-soignantes savent qu'il y a la kinésithérapie à 9h, qu'il y a l'ergothérapie à 11h. Le kiné sait que le patient il sera pas là parce que il y a un pansement complexe qui va durer 1 heure. Donc ça veut dire que vous avez parlé de la communication qui est un élément important de la coopération. Je suis d'accord avec vous. Et je peux vous montrer qu'il y a des exemples qui montrent que cet agent d'accompagnement va être le lien entre tout le monde. Et donc, chacun ne perdra pas de temps à attendre un patient qui ne viendra pas, ne perdra pas de temps à faire du brancardage,
d'aller chercher le patient. Donc ça veut dire qu'on a un gain de temps, on a une logique dans les prises en charge. Voilà, donc c'est quand même des éléments qui font que ce que vous avez marqué, vous avez vu le problème, vous parlez d'une fiche, moi je peux vous parler plutôt d'un planning qui soit accessible aux soignants, aux rééducateurs et à l'ensemble des personnels. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait effectivement, alors c'était pas forcément toujours égalitaire entre institutions, hôpital, mais en tout cas, le constat était vraiment qu'en institution, il existe des démarches, des leviers très forts en coopération interprofessionnelle. Et dans notre conclusion, c'est aussi pour ça qu'on disait que le milieu libéral devait, sans forcément inventer de nouveaux dispositifs, s'inspirer vraiment de ce qui se passe en institution. Et c'est pas toujours facile. Voilà, comme le travail sur la cohésion d'équipe, il faut trouver des moyens. Alors bon, il y avait des leviers, faire au début pour faire un repas un peu convivialité pour inviter les professionnels de proximité. Bon, dans le contexte actuel, ce n'est pas possible, mais c'est difficile, ça. C'est difficile parce que, et vous l'avez dit justement, s'ils viennent pendant 1h30 sur des synthèses, pendant 1h30, ils font rien d'autre. Hein. Et financièrement, effectivement, ils sont pas payés. Après, c'est les limites aussi du libéral, c'est que vous êtes en institution, c'est rare que vous serez le seul ou la seule kiné. Donc quand vous avez une problématique, vous pouvez échanger avec vos collègues. Et puis il y a l'ergothérapeute, parce que peut-être que il faudra la mettre en fonction, dans salle de bain, etc. Et tout ce que vous avez travaillé en analytique, eh bien, va pouvoir être utilisé par l'ergo. Ça veut dire qu'il y a des liens qu'en libéral, vous verrez pas forcément, puisque je dis pas que vous êtes seul, puisque souvent ce sont des cabinets de 2-3 kinés, mais c'est quand même rare que vous puissiez avoir des temps d'échange de ce niveau-là, quoi. Alors, par rapport à tout à l'heure où je vous demandais qu'est-ce qui pouvait être fait dans l'amélioration, j'aurais voulu qu'on revienne sur votre formation initiale. C'est que cette coopération, elle peut être déjà travaillée dès le démarrage. Vous connaîtrez en cas 2 le service sanitaire et qui demande de vous mettre en relation différents filières de formation face à un projet de santé publique. C'est déjà un démarrage. Le fait de travailler en groupe de TD comme vous le faites, c'est aussi une première étape vers cette envie ou cette motivation de travailler en coopération ou en collaboration. Et c'est des éléments qui auraient pu aussi être définis dans votre dans peut-être un chapitre dans votre fascicule pour montrer comment cette coopération peut se construire dès le démarrage de la formation d'un professionnel de santé. Et un autre aspect qui m'ont interpellée, c'est que vous avez montré beaucoup d'éléments pour sensibiliser les autres, mais qu'est-ce que fait le masseur kinésithérapeute? Qu'est-ce qu'il peut améliorer au quotidien alors on en a parlé là, pour faciliter cette coopération, c'est qu'il y a une traçabilité qui est peu présente hors institution, parce que les institutions c'est un peu une obligation, mais les libéraux font peu de liens avec les autres corps de métier par des courriers de suivi, la transmission des bilans. Tous ces éléments-là permettent de rendre visible l'action faite par un masseur kinésithérapeute et participer aussi à la coopération. Alors, tout à fait. Hein. Je partage complètement ton point de vue, là, Hélène. C'est vrai que c'est facile de dire que les médecins devraient se former et devraient mieux connaître la profession de kiné. Oui, alors il faudrait qu'ils connaissent mieux la profession d'ergo, de diététicien. Ok, les médecins peuvent mieux se former, mais déjà, il faut déjà penser à nous, comment on peut s'améliorer pour mieux faire connaître notre profession. Et le courrier de transmission, c'est un élément clé, surtout pour le libéral, qui a tendance à faire son bilan dans son coin, d'entrée, de sortie, et le médecin n'est pas au courant de ce qui s'est passé pendant ces 40 séances de kiné. Donc alors, là, c'est notre faute. Oui, dans notre écrit, c'est ce qu'on accusait personne, entre guillemets. On disait, oui, il faudrait comprendre plus le travail de chacun, mais on parlait pas que du médecin, que du kiné, que de l'ergo. C'était vraiment tous les professionnels de santé qui travaillent ensemble devraient connaître devraient connaître les compétences de chacun pour améliorer cette coopération. Et oui, après la relation qu'on a prise entre le médecin et le kiné reste un exemple, mais bien sûr il y en a plein d'autres, et même hors kiné médecin. Enfin, je veux dire, il y a pas que celle-là. C'est juste un exemple pour montrer en fait des freins, des limites, voilà, des choses qui peuvent limiter la coopération, mais dans les autres professions on les retrouve aussi.
Et par contre, c'est vrai qu'on a peut-être moins parlé des transmissions, effectivement, surtout en kinésithérapie où ça pêche peut-être un peu. Mais alors, si je peux me permettre, en fait, on a un peu évoqué les transmissions, mais rapidement, on a évoqué le fait qu'effectivement, il y a un manque de transmission, mais surtout, on a évoqué un problème qui existe effectivement plus en libéral, évidemment, mais ça fait partie de la dernière partie sur le fait que le kinésithérapeute ne transmet pas toujours son bilan, notamment. C'était un exemple de transmission écrite et qui était hyper important, un levier hyper important pour favoriser cette coopération avec le médecin. Donc ça, on en a parlé, effectivement, en plus on l'a vu en entretien. Je l'ai vu notamment avec 2 kinés différents où il y en avait un qui envoyait les bilans et avec qui ça se passait plutôt bien, sa coopération avec les médecins. Et il y en avait un autre qui n'envoyait pas les bilans et il nous l'a dit, pour lui c'est une perte de temps. Enfin voilà, donc chacun avait sa manière de faire, mais là on voyait, lui avait plus de difficultés de coopérer et l'autre avait beaucoup moins de difficultés de coopération. Donc ça effectivement on l'a un peu évoqué. Et si je peux me permettre... J'ai bien vu dans votre dossier que vous l'aviez évoqué. Simplement quand c'est à l'écrit, surtout que c'était répété plusieurs fois que le médecin devait se former, ça passe un tout petit peu moins bien. Il faut être peut-être, c'était très bien votre écrit, il faut être un petit peu plus précautionneux, surtout là pour les relations interprofessionnelles. Il vaut mieux se remettre en question soi d'abord, plutôt que de remettre la faute sur les autres, même si les autres doivent aussi se former. Il vaut mieux réfléchir, en tout cas en première année en plus, il vaut mieux réfléchir comment nous, kinés, on peut s'améliorer pour améliorer la coopération, à mon avis. Plutôt que là, un étudiant en première année qui propose que le médecin se forme. Je vous dis ça parce que la FNEC a, comme vous l'avez souligné, rédigé un document d'aide pour que le médecin prescrive mieux. Ça part d'une bonne intention, mais la FNEC, c'est un ensemble d'étudiants. Ça peut être un petit peu mal perçu par les médecins de recevoir des suggestions du groupe d'étudiants sur comment prescrire de la kinésithérapie, même si effectivement ça part d'une très bonne intention. Peut-être il vaudrait mieux former les étudiants à rédiger un courrier de transmission, comme ça les médecins sont au courant de ce que c'est un BDK puisqu'ils en reçoivent 4 par semaine. Ils sont mieux au courant de ce que fait le kiné parce que ils reçoivent 5 lettres qui font un état des lieux de l'avancée des patients qu'ils connaissent et du contenu de leur rééducation. Donc déjà, nous, en étant beaucoup plus performants dans les courriers de transmission auprès des médecins traitants, on se ferait connaître et on apporterait de la crédibilité à notre métier. La thèse de la médecin là qu'on a mis qui était très intéressante sur ça, elle avait créé un outil, alors pas forcément le sien, mais qui prenait justement comment le kinésithérapeute peut faire un meilleur courrier de transmission, un bilan pour aider justement ce médecin à mieux intégrer son bilan et ses recommandations. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment creuser de notre côté pour le moment. Ouais, je rejoins Mélanie sur l'importance que les médecins, de toute manière, ils pourront pas connaître parfaitement tous les professionnels qui gravitent autour d'eux. Que ce soit les kinés, les ergos, les psychomotes, les pédicures-podologues, les orthophonistes, ils pourront pas aller jusqu'au bout. Donc nous, il faut qu'on soit pertinent, efficient. Il faut qu'on en fasse déjà, parce que je pense au libéral, je pense qu'il y a une culture de l'écrit qui est pas bonne du tout. Au niveau des institutions, on oblige, donc il y a des dossiers de soins informatisés, donc c'est peut-être plus facile, mais il faut absolument qu'on puisse avoir des transmissions de qualité. Et pareil, pour vous donner des exemples sur le fait que les médecins, et je vous rejoins, alors je crois que c'était Maud qui parlait sur un externe ou un médecin qui lui parlait que ah bon, les kinés, vous prescrivez? Donc, oui, c'était moi. Ah, excusez-moi. Oui, vous êtes cadre, donc c'est sûr que j'ai sorti ça. Effectivement, sur 7-8 ans, le programme de la médecine physique et de rééducation, c'est infime sur les 7-8 ans, infime. Donc, effectivement, nous, on fait maintenant 5 ans d'études pour être kiné, et eux, ils font ça pendant, 4-5 semaines, et c'est terminé. Donc, ils vont pas aller creuser trop loin sur tout ce que nous, on est capable de donner. Donc, il faut vraiment ressortir du lot avec des transmissions de qualité, être présent, être performant, travailler en coopération. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que je rejoins Mélanie là-dessus. Il faut vraiment qu'on soit bon, autant en institution qu'en libéral. Alors, excusez-moi, je profite juste sur le fait que vous soyez en première année, sur ce que vous disiez.
il faut, quand vous serez en stage, alors je sais que vous avez déjà eu 2 stages, mais même quand vous serez en 2e, 3e année, voire plus, allez au contact des autres professionnels. Allez passer du temps sur certains bilans d'ergo, sur une séance de psychomotricité, sur la réalisation d'une semelle par une orthoprothésiste. Enfin, voilà, c'est pas perdre du temps, c'est le fait de connaître ses compétences, son cœur de métier, d'échanger. Et d'ailleurs, si vous venez à Bainville, pour certains d'entre vous, maintenant on a des petits films où l'APA se présente, l'ergo, le kiné, etc., et parle de son cœur de métier. Voilà. Donc ça veut dire que on va un petit peu plus loin. Et avant de dire que les autres doivent nous connaître, nous, il faut qu'on aille connaître les autres. Donc il faut qu'on rentre dans leur quotidien. Et après, ça paraîtra encore plus facile de coopérer. Voilà. Donc, là, vous avez eu un exemple que M. Tortio vous a donné, c'est que dans les années de médecine, ils ont une formation sur la rééducation, sur les métiers de la rééducation. Si vous comparez à nos formations à nous, on n'a aucune formation, il n'y a pas d'éléments sur qu'est-ce qu'un médecin, qu'est-ce qu'un podologue, qu'est-ce qu'un ergo. C'est quand même différent, quoi. Ils ont quand même une sensibilisation que nous, on n'a pas. Donc, oui. La seule représentation qu'on a du médecin, c'est nous en tant que patients. Qu'est-ce que la représentation je me fais est comme un élément de prescription des séances de prise en charge en masso-kinésithérapie. Donc il y a encore du travail à faire autour de nos métiers pour être sensibilisés aux autres. Et puis je reviendrai sur un dernier élément, c'est faites attention à vos sources. Madame Janvaux a parlé du livret de la FNEC. Est-ce que c'est quelque chose qui a été validé par l'ensemble de la corporation? Je suis pas certaine. Est-ce que c'est un document qui peut servir pour une base d'un écrit? Ok, pour un document de santé publique, mais faites attention à vos sources quand vous faites des écrits, qu'elles soient reconnues et qu'elles soient validées. Ouais, là ça passe parce que le livret est décrit comme ce qu'il est, un travail collaboratif d'un groupe d'étudiants. Donc là en source ça passe bien tant que c'est pas présenté comme des recommandations HS, quoi. Donc là il y a pas de souci. Puis bon, tout le reste de vos sources sont nickel. Là vous avez vu, j'ai même pas fait de commentaire et j'aurais dû faire un commentaire positif sur la forme de votre travail. La bibliographie est nickel. La façon de citer très bien. Enfin, vraiment, c'était comme au premier semestre un excellent travail sur la forme. Un excellent travail. Oui, c'est vrai. Il y a une question si les vidéos peuvent être visionnées. Oui, je pense. Donc, par contre, il faudra que je demande sur Bainville, puisque bien sûr, ce sont des vrais professionnels. Ils n'ont pas préparé leur texte. Vous verrez que c'est très nature, mais voilà. Donc, il y a une possibilité. On verra avec Odile Bimin, qui est la cadre responsable qui a mis en place ces vidéos, mais on a APA, kiné, ergo, orthophoniste et psychomotricienne. Par contre, je ne sais pas qui a parlé de l'HAD. C'est un homme. C'est moi. Voilà, coordonnateur de santé. Voilà. Ouais, en HAD, vous avez parlé qu'il y avait une équipe médicale et d'IDEC. Alors les IDEC, c'est les infirmiers coordonnateurs et il y a de l'administratif. Sachez aussi qu'on a des kinés salariés en HAD. Donc on a la chance d'en avoir 2 à l'OHS de Lorraine. Et on a 4,5 ergothérapeutes salariés aussi. Donc il y a aussi des kinés libéraux. Donc on travaille en bonne coopération. Par contre, on a la chance d'avoir aussi des kinés salariés où on a une traçabilité qui est quand même un peu plus importante. Dès qu'on a des cas un petit peu complexes où on doit passer du temps, eh bien ils peuvent y aller et ils peuvent aller aussi dans les déserts médicaux puisqu'ils ont des voitures OHS. Donc on a une chance d'aller répondre aux besoins des patients très très loin dans les campagnes. Alors je dis pas jusque dans les Vosges, ça c'est autre chose, mais au moins voilà, le Grand Nancy, Pont-à-Mousson, Lunéville, etc. On a la chance d'avoir des kinés salariés rattachés à l'HAD. Donc sachez aussi que c'est pas que des libéraux en HAD. D'accord.
Alors, si je peux me permettre, il y avait juste deux choses tout à l'heure, je voulais rebondir. La première, effectivement, sur la connaissance, la sensibilisation entre professionnels, c'était un peu aussi l'objet de l'ouverture de notre conclusion, le fait de se sensibiliser à vivre un peu au quotidien d'autres professionnels, et c'était interprofessionnel, hein, que ce soit quelqu'un pour le kiné ou le kiné pour une diététicienne. Les deux côtés. Et la deuxième, et là pour le coup c'est important pour nous parce que je suis pas sûre que du coup on ait compris l'objectif de cette énigme, c'est que justement ce qui nous tient à cœur c'est de sensibiliser les étudiants, donc c'est pour vous répondre justement Madame Marino, au fait que la coopération elle est importante déjà dans un groupe TD. Alors c'est vrai qu'on aurait pu évoquer, hein, je suis tout à fait d'accord, le service sanitaire qui est super aussi pour valoriser ça. Mais nous, on a passé du temps sur cette énigme justement parce que ça nous tient à cœur que dès la première année, les étudiants puissent travailler en coopération au sein de leur groupe TD. Donc, on a même parlé intra-TD et évidemment intergroupe, mais là, on travaille essentiellement dans leur groupe TD parce qu'on est persuadé que c'est avec cette coopération qu'on va avoir notre diplôme. Et du coup, que c'est aussi avec cette coopération qu'on va intégrer ces notions-là pour travailler plus tard. Voilà. Ok. Moi, j'aurais une question. Sofiane, Damien et Loïc. Qu'est-ce que vous allez mettre dans vos prochains objectifs de stage S2, pour développer votre coopération, la coopération interprofessionnelle dans votre prochain stage? Tout dépend s'ils vont à Bainville ou à Florentin ou à Flavigny. Vous savez où vous allez en plus. Oui. Alors, Oui. qu'est-ce que vous allez mettre? Je sais pas si... Ouais, je commence. Moi, du coup, vu que je serai au CHR de Mercy, là, comme l'a dit Monsieur Turtorio, je pense que là, ça m'a un peu ouvert les yeux par rapport au fait de m'intéresser à tous les différents corps de métier et de pourquoi pas, si je peux avoir certaines discussions avec des personnes qui ne sont pas forcément kinés, là, je pense que clairement, je n'hésiterai pas, quoi. C'est clairement quelque chose que je ferai. Après, là, du coup, quelque chose d'autre, grâce à ce dont on vient de parler, je vois pas autre chose à part ça. Vous allez en CHR, donc je pense qu'ils font de l'orthopédie ou pas, non? Je pense. À Mercy, ils font de l'orthopédie? Oui, je crois. Je crois. Pour vous montrer une coopération intelligente, c'est vous avez une prothèse de genou que vous devez mobiliser, d'accord? On doit retirer les redons. Si vous savez pas que l'infirmière, et si l'infirmière ne sait pas ce que vous faites comme travail, c'est-à-dire que vous allez mobiliser un genou avec le redon. Vous savez, le redon, c'est le drain aspiratif. Hein. Je sais pas si voilà, c'est un drain qui va dans l'articulation, qui aspire, qui est sous vide. Et donc, dès que vous mobilisez, c'est sûr qu'il y a des petits saignements qui font que on les récupère dans le bocal. S'il n'y a pas de coopération là, pourtant c'est l'hôpital, hein, et pourtant c'est une infirmière et vous êtes kiné. Vous n'allez pas faire attention à son pansement, vous allez mobiliser, alors que elle va arriver, elle peut le faire avant vous, et si elle enlève le redon avant vous, eh bien il y aura de la douleur pour le patient, il y aura une hémarthrose parce que vous allez mobiliser alors qu'il n'y a plus de redon. Donc ça c'est un exemple typique de dire il faut que vous connaissiez le travail de l'infirmière dans son pansement, et elle, il faut qu'elle connaisse que quand vous allez intervenir, il faut qu'elle passe juste après. Vous voyez, ça c'est un exemple bête, mais il faut que vous connaissiez le travail. Alors vous n'allez pas connaître comment on fait un vaccin oui, c'est sûr. Covid, je sais pas quoi, mais voilà, ce qui est important, c'est de savoir quel est le protocole, la procédure pour travailler en bonne intelligence. Et la coopération, c'est bonne intelligence. D'accord, merci. Et du coup, moi, pour répondre, Madame Jambeau, moi, du coup, je suis en libéral, donc j'aurais peut-être pas la chance, comme Sofiane, de m'intéresser aux différents corps de métier, mais du coup, je pense plus m'informer dans les outils mis en place, des choses qui m'auraient peut-être pas forcément traversé l'esprit avant, du coup, ce travail du S1 et S2 sur la coopération. Mais les outils mis en place pour justement transmettre les informations en libéral, comme je suis en libéral, autant en profiter auprès des médecins ou autres professionnels. Plus m'intéresser et me pencher sur ce sujet-là, que je me serais pas forcément intéressé auparavant. D'accord. Damien, on vous entend pas. Je pense que c'est les écouteurs de vos... Vous m'entendez? Ouais. Oui, du coup,
Moi, c'est un peu pareil. Quand je vais en libéral, je vais essayer de découvrir un peu la façon dont le kiné coopère du coup avec le patient déjà. Et puis avec Découvrir, attendez, c'est le deuxième rapport de 20 pages que vous écrivez. On parle plus de découvrir, là. D'accord. Comment? Là, on espère que vous avez déjà creusé un peu la question. Comment dire, analyser et découvrir ces techniques. On parle d'objectif de stage, hein, vous vous souvenez, objectif de stage, c'est pas à découvrir, c'est plus actif. Ouais. Surtout après 2 rapports rédigés. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en libéral? Je vous demande ça particulièrement parce qu'il y en aura plein comme vous qui seront en libéral. On leur a parlé de coopération interprofessionnelle, ou vous leur en avez parlé. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Là, j'ai pas d'idée, mais... En fait, les autres, vous pouvez aider. Concrètement, en libéral, on fait quoi à notre prochain stage? Peut-être même la coopération avec les autres kinés libéraux, s'il y en a à l'endroit où on est. Parce que moi, j'avais trouvé ça intéressant. À mon stage, il y avait des patients qui, des fois, avaient été... s'étaient fait suivre par d'autres kinés. Et ils avaient des méthodes de travail différentes. Et en discutant avec les patients, ils trouvaient ça intéressant de faire aussi avec des autres kinés. Donc, ça peut être intéressant de voir comment l'autre kiné ferait, etc. Après, c'est pas interprofessionnel, mais ça reste intéressant, je pense. Tout à fait. On peut regarder ce qui existe en termes de bilan transmis aux médecins, notamment. Quels sont les professionnels qui travaillent avec le kiné, les podologues, les ergos, libéraux, et voir un peu comment ils communiquent avec ces différents professionnels. Lire les courriers, les comptes rendus de courriers, tout le suivi aussi, parce que je pense que... les rédiger, hein, vous pouvez aussi vous entraîner à rédiger. Les rédiger? On m'a pas proposé. Oui, mais vous pourriez vous proposer. Oui, on pourrait se proposer. Vous voyez, le truc, c'est qu'on vous a pas proposé. C'est pas trop dans les mœurs, la rédaction du courrier. Donc, vous pouvez être proactif et proposer de rédiger un courrier. C'est vrai qu'en stage où j'étais en libéral, le kiné avec qui j'étais était super pour ça. Il me montrait exactement comment il faisait et il me proposait justement de réfléchir à de la rédaction de courrier ou transmission, bilan, et de voir comment on le transmet aux professionnels en face au-delà du bilan kiné qu'on fait. Et que ça soit compréhensible par les autres aussi qui ne sont pas forcément de la profession, parce que je pense que les kinés envoient peut-être souvent aux chirurgiens ou voilà, mais finalement moi en tant qu'infirmière, je pense que c'est en étant libérale, je pense que une infirmière libérale doit aussi pourrait être tenue au courant aussi de ce que fait un kiné auprès d'un patient, ou ça pourrait avoir son impact aussi. On parle beaucoup du médecin ou du chirurgien, mais au final il y a d'autres professionnels qui peuvent être impactés même en libéral, et pas qu'en institution, par ces transmissions-là. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'il y a les carnets de liaison qui permettent en libéral la discussion avec notamment les infirmières libérales comme outil qu'on a discuté. Il me semble qu'il y a Madame Ndiaye qui voudrait poser une question, non? Ou alors faire une remarque sur le contenu du travail écrit. Hélène? Ah, oui. Ça va être une remarque rapide, hein. Je pense que vous avez l'essentiel a été dit, et puis moi sur le fond, je ne peux qu'apprendre de vos échanges plutôt que d'apporter quelque chose, mais je trouvais que le rapport avait été bien écrit, et surtout j'ai beaucoup apprécié la démarche de l'enquête que vous avez utilisée, qui est une enquête qualitative. C'est pas souvent en tout cas en études de santé publique, ce qui vient tout de suite à l'idée pour ce genre d'exercice, mais j'ai trouvé que c'était bien fait. Alors, c'est pas tout n'est pas parfait, hein, bien sûr, mais le guide d'entretien semi-directif correspondait bien à ce qui est demandé, sans aller trop dans l'orientation, on va dire, des réponses. C'était intéressant de voir ensuite la présentation sur les annexes, qui m'a beaucoup intéressée. Alors, de façon générale, c'est pas exactement comme ça qu'on le présente, parce que vous faites une synthèse plus que de fournir, on va dire, ce qui a été dit verbatim, mais voilà, je trouvais que l'exercice qui est pas évident c'est bien choisi pour la thématique. Alors sur quand même, ça a été discuté juste avant
l'interaction avec les professionnels de santé. J'avais marqué faisabilité lorsque vous expliquiez qu'il fallait que les autres professionnels viennent vers vous. Je pense que ça a été intéressant, que ça a été discuté là tout de suite, parce que il faut qu'ils en aient envie et que tout le monde, je pense que vous n'avez pas tous le temps ou la possibilité de faire ce genre d'exercice. Et enfin, pour le poster, alors j'ai rien compris à votre énigme, je n'ai pas cherché à comprendre. Non, mais voilà, et je suis rassurée de ne pas être la seule d'ailleurs, comme ça. C'est le fait de le mettre avec moi. On peut pas la comprendre seule, en fait. On peut pas la comprendre seule, il faut coopérer. C'est pour ça que pour le moment, ça ne vous parle pas. Bah voilà, donc je me sens moins seule et ça doit être le moment de la journée. Au bout d'un moment, je me suis dit lâche la faire. Par contre, je trouve que du point de vue de la com, c'est vraiment super bien joué et je voulais vous féliciter sur cette forme, sachant que le fond, je me sens pas du tout suffisamment compétente pour le faire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Kumba, on t'a pas vu arriver en fait au début. Alors, ou c'est moi? Je suis arrivée avant toi, figure-toi. Avant, c'est pour ça. Si j'avais su. Pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'amphi ou d'autres? On est bon? Plutôt oui. D'accord. Oui. Eh ben, merci à tous. Merci à vous pour votre présentation intéressante. Non, très beau travail, oui, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et tout ça fond pour les énigmes, hein, on croit en vous. Et c'est normal que vous n'ayez pas tout compris là maintenant, parce que on a enchaîné les indices. Comment? Parce qu'on est un peu limité, c'est pour ça? Non, c'est qu'on a enchaîné tous les indices d'un coup et on a tout cité d'un coup pour vous montrer vite fait ce que c'était. Mais bien sûr, comme on a dit, il y aura un résumé sur, en tout cas pour la promotion sur Facebook, le groupe de la promotion. Mais Et honnêtement, c'était vraiment pas une blague. Ces énigmes ont été co-créées en réfléchissant vraiment sur. Ils peuvent résoudre des énigmes en coopérant. Donc c'est impossible de le faire tout seul, en fait. C'est pour ça. Donc vraiment, c'est pas une blague. Il faut vraiment coopérer. Bon, ceux qui viennent à l'OHS viendront me voir dans mon bureau pour m'expliquer. J'espère bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.